Il me semble donc qu'il est utile pour tous ceux qui nous regardent maintenant de savoir comment le système énergétique du corps s'ancre dans ce que nous envisageons en général comme une connexion entre le corps et l'esprit. L'une des choses dont j'aimerais parler, c'est que la plupart des gens, et surtout les autres acteurs de la santé mentale, sont habitués aux métaphores du cerveau et des neurosciences et qu'il est important de comprendre comment la psychologie énergétique s'inscrit dans cette optique. Je pense que, de nos jours, nous avons une excellente manière d'appréhender ce phénomène. Et la façon dont j'ai tendance à le faire s'inspire en grande partie de la neurobiologie interpersonnelle de Dan Siegel. Je me souviens du jour où je l'ai vu, où je l'ai entendu parler pour la toute première fois. Dan fait cette chose très intéressante. Il voyage dans le monde entier. Il raconte comment il s'est entretenu avec des milliers de psychiatres et de psychologues qui pratiquent la psychothérapie, autrement dit, la thérapie de la psyché. Voici ce qu'il leur dit. Psyché est synonyme d'esprit. Puis il ajoute, quelle est la définition du mot esprit? La réponse de 97% des personnes est la suivante. Nous ne la connaissons pas. Alors Dan a rassemblé des psychologues, des neuroscientifiques, des sociologues et des anthropologues et en utilisant la méthode de la consilience, qui consiste essentiellement à trouver tout ce sur quoi l'on peut s'accorder, ils ont créé ensemble une définition pratique du mot esprit. Et ce qu'il y a de mieux dans cette définition pratique du mot esprit, ce sont ses implications, à savoir que, tout d'abord, l'esprit découle de ce système d'énergie et d'information que nous appelons le corps-esprit. L'esprit n'est pas causé par le système, soit dit en passant. Il en surgit. Il est fait partie de ce système. Et ce qui est important de retenir est que l'esprit concentre, il réagit la circulation de l'information et de l'énergie au fil du temps. Lorsque j'ai entendu ces mots, je me suis dit, l'esprit régit la circulation de l'information et de l'énergie au fil du temps. Je pouvais à peine tenir en place tant j'étais excité. Vous faites une grande distinction, tout comme le fait Dan Siegel, entre le cerveau et le système nerveux central et l'esprit lui-même. Oui, Dan apporte encore d'autres éléments à cette définition. Il poursuit en disant que cette chose que nous appelons l'esprit est à la fois incarnée, autrement dit que l'esprit est dans l'organisme, qui comprend le cerveau et le système nerveux et le reste de l'organisme, et interpersonnel, donc il existe entre nous. La définition va même jusqu'à dire qu'il y a des systèmes plus vastes, des systèmes culturels qui affectent la circulation de l'information et de l'énergie, à tel point même que nous pouvons en être amenés à parler de la façon de changer notre mode de pensée. Si on le fait assez régulièrement, l'esprit permet littéralement de changer le cerveau. Il sculpte littéralement le cerveau. D'où l'expression « l'esprit sculpte le cerveau ». Existe-t-il une relation de cause à effet dans ce qui vient d'être suggéré? Non, aucune, d'où l'intérêt. Il ne s'agit pas d'une relation de cause à effet, il s'agit d'une fonction circulaire. Ils surgissent en même temps et s'influencent mutuellement. Donc, une fois de plus, ce que Dan dit, c'est que l'esprit régit la circulation de l'information au fil du temps. Et comme l'esprit surgit de cette circulation de l'information et de l'énergie, la boucle est bouclée. Le cerveau peut donc se transformer, l'esprit peut changer le cerveau peut changer l'esprit. Il s'agit d'un principe circulaire qui peut aller dans les deux sens. Cela a-t-il trait à la neurogénèse et à la neuroplasticité? Tout à fait. L'intérêt de la neuroplasticité réside en partie dans le fait que les neurones qui s'activent ensemble se connectent entre eux. Par conséquent, si j'adopte continuellement le même comportement, qu'il s'agisse d'un comportement physique ou mental, si je l'adopte suffisamment souvent, je vais littéralement commencer à changer la façon dont mes neurones sont connectés. Je vais littéralement sculpter la structure de mon cerveau, ce qui va alors changer le flux de ce que nous pourrions qualifier de pensée. Donc si je change mon mode de pensée, je change mon cerveau. Si je change mon cerveau, je change mon mode de pensée et ainsi de suite au fil du temps. Alors quelles sont les implications de ce genre de neurosciences pour ceux qui pratiquent la psychologie énergétique? Et comment cela est-il différent des thérapies cognitivo-comportementales ou des thérapies comportementales?
Ce qui est parfait dans tout cela, c'est que, d'une part, ce n'est pas du tout différent, car le rôle de toutes les thérapies, autrement dit de tout ce qui est susceptible de changer le comportement, est en partie de modifier la circulation de l'information et de l'énergie. Donc, il faut revenir quelque sorte en arrière. Si l'esprit régit la circulation de l'information et de l'énergie, la question suivante se pose alors. Quel est le problème? On est en présence d'un flux fonctionnel et d'un flux dysfonctionnel. Le flux dysfonctionnel a tendance à être soit chaotique, soit rigide. Nous avons tendance à qualifier de psychopathologie ou de problème tout ce qui conduit à davantage de dysfonction, et nous avons tendance à qualifier de thérapeutique tout ce qui nous aide à créer davantage d'interrogations et de flux, moins de chaos, moins de rigidité. Tout ce qui nous amène vers le centre, vers l'intégration, est généralement thérapeutique. Les thérapies cognitivo-comportementales, l'hypnose, la psychologie énergétique, etc. Pour ce qui est de la psychologie énergétique, il est intéressant de noter qu'il s'agit du seul système de psychothérapie qui exploite explicitement le système énergétique de l'organisme. Nous avons d'autres points en commun avec d'autres systèmes de psychothérapie. Par exemple, lorsque nous parlons, lorsque nous nous concentrons, mais nous sommes les seuls à activer les 10 systèmes énergétiques tels que les méridiens, les chakras, etc. Je m'intéresse davantage à votre théorie sur le fait que la psychologie énergétique et les psychothérapies énergétiques pourraient affecter directement le système nerveux central du cerveau ainsi que l'esprit. Par exemple, la théorie polyvagale. D'accord, revenons un instant sur un point. La théorie la plus communément admise sur l'efficacité de la psychologie énergétique est que celle-ci permet de désactiver l'activation de l'amygdale. Certains éléments de preuve suggèrent que la stimulation des points méridiens permet de réguler l'amygdale à la baisse, ce qui permet de réduire les niveaux d'alarme, contribuant ainsi à résoudre les réactions traumatiques. Et cette théorie est probablement juste, mais la théorie polyvagale compte également parmi les sujets qui suscitent mon intérêt.